Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Ce 30 juin 2025, la République démocratique du Congo a célébré pour la 65e fois son indépendance. Indépendance obtenue évidemment de la Belgique qui est son ancienne puissance coloniale. Et dans son allocution, nous avons suivi le président Félix Tshisekedi qui a axé le propos sur les accords de paix signés dernièrement entre son pays, la République démocratique du Congo, et le Rwanda, sous la houlette des États-Unis. Accord, nous l'avons évoqué ici, est signé à Washington, en présence signé par les deux ministres des Affaires étrangères, le Rwandais Olivier Nduhungirehe et la Congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous avons donc suivi le président Félix Tshisekedi qui a insisté encore une fois à l'occasion de l'indépendance de son pays, de la célébration du 65e anniversaire de son pays, revenir abondamment sur ce qui est passé à Washington. Il s'est félicité de cet accord et évidemment, il a aussi félicité ceux qui ont joué un grand rôle dans l'accomplissement des pourparlers, à savoir les États-Unis, bien entendu, mais aussi le Qatar. Et le président angolais, Joao Lourenço, qui a chapeauté jusque très récemment les pourparlers de paix de Luanda. Aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord, signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre.
Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Et donc, le président Tshisekedi, pour lui, le sujet principal à l'occasion de la célébration de cette indépendance du pays, et c'était la sécurité de son pays, même s'il a insisté sur les accords de paix signés, mais il a insisté sur la question sécuritaire. Nous avons également suivi l'allocution du président burundais Evariste Ndayishimiye, dont le pays célèbre aussi le 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Le 1er juillet 2062, le pays a obtenu son indépendance, comme le Rwanda d'ailleurs, le 1er juillet 1962. Et donc, dans son allocution, le président burundais, lui, n'a pas évoqué du tout les problèmes de sécurité, sinon très peu. Il l'a peut-être évoqué en passant, mais pour lui, un signe peut-être que pour lui, le pays est sur la bonne voie. Il a parlé de la reconstruction, il a insisté sur des problèmes de développement. Pour lui, d'ailleurs, si on parle de l'indépendance, il faut savoir se tenir en charge, se prendre en charge sur le plan économique et sur le plan du développement. Donc, c'est ce qu'a déclaré le président Evariste Ndayishimiye. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que pour le président congolais, pour lui, le problème principal auquel fait face son pays actuellement, c'est des problèmes de sécurité, même si, évidemment, il a insisté sur l'accord de paix signé à Washington le 27 juin dernier. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu, il y a quelques semaines, une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Et donc, pour lui, c'est le problème principal. Et encore une fois, il a souligné les problèmes d'unité nationale. Il a parlé, par exemple, de la rencontre qu'il a eue avec l'un des opposants principaux à son régime, à savoir Martin Fayoulou. Et donc, pour lui, il a appelé les Congolais à s'unir encore davantage afin que leur pays puisse recouvrir, puisse retrouver le plus rapidement possible la sécurité et revenir à la paix. Mais pour le président burundais, bien évidemment, pour lui, le problème principal, c'est l'économie et c'est le développement. Évidemment, on comprend que les deux pays n'ont pas les mêmes priorités. Et pourtant le Burundi aussi est partie prenante à cette guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Puisque vous le savez, l'armée burundaise se bat aux côtés des FARDC et des Wazalendo. Et l'armée burundaise joue un très grand rôle dans ce qui se passe, évidemment,
dans les efforts visant à repousser les assauts de l'armée rwandaise et de l'alliance AFC M23. Mais donc, aujourd'hui, on voulait évoquer ce problème de l'indépendance nationale des deux pays, le Congo et le Burundi. Et nous avons vu les deux présidents n'ont pas les mêmes priorités. Et on comprend, puisqu'évidemment, euh, pour le président Félix Tshisekedi, le problème de la sécurité, de l'insécurité qui règne à l'est de son pays, évidemment, on comprend bien que ce soit le problème majeur qu'il veut résoudre avant peut-être de parler des problèmes de développement, comme le fait le président burundais lui-même. Mais, mis à part les deux pays, la République démocratique du Congo et le Burundi. On va dire également que le Rwanda, normalement, célèbre aussi le 63e anniversaire de son indépendance nationale. L'indépendance obtenue comme le Burundi le même jour, le 1er juillet 1962. Mais ce qui est surprenant au Rwanda, depuis maintenant 52 ans, le Rwanda ne célèbre plus son indépendance nationale. C'est un jour férié, oui, mais il n'y a pas de festivité. Pourquoi? Parce que le Rwanda préfère fêter ce qu'ils appellent les journées de libération. Sous le régime précédent, c'était le jour où le président Juvenal Habyarimana avait renversé son prédécesseur, Grégoire Kayibanda, qui est considéré comme le père de l'indépendance nationale. Et donc, il a été renversé, le président Kayibanda a été renversé le 5 juillet 1973 par un coup d'État militaire dirigé par le président, le général-major Juvenal Habyarimana. Et depuis lors, et jusqu'à la chute de Juvenal Habyarimana, c'est le 5 juillet qui était célébré comme fête nationale au détriment du 1er juillet qui normalement est la fête de l'indépendance nationale. Et depuis l'avènement du FPR, le 4 juillet 1994, les Rwandais préfèrent célébrer le 4 juillet plutôt que le 1er juillet. Et donc, c'est une anomalie à la rwandaise, mais à laquelle tout le monde est habitué. On préfère célébrer ce qu'ils appellent la libération nationale, le jour de la libération nationale, alors que la plus grande libération normalement devrait être l'indépendance du pays. Ça veut dire le jour où le pays a retrouvé sa souveraineté, le jour où le pays a été autorisé à se prendre en charge publiquement, le jour justement où le pays est devenu indépendant. Mais ce jour n'est pas célébré. Ce jour n'est pas célébré. C'est pour cela, justement, nous avons parlé des allocutions des présidents Ndayishimiye et Félix Tshisekedi, mais il n'y a pas d'allocution du président rwandais le 1er juillet, puisque peut-être il réserve son allocution au 4 juillet. On en a l'habitude. Mais comme justement nous parlions de cet événement-là, de ces trois célébrations des indépendances nationales, il faudrait évidemment évoquer aussi, comme l'a fait le président Félix Tshisekedi, évoquer les problèmes de sécurité. Parce que pour lui, pour le président Tshisekedi, nous venons de le dire, c'est la sécurité qui prime. Avant tous les autres problèmes de son pays, même s'il a parlé des problèmes de circulation. Mais pour lui, l'enjeu majeur, c'est le retour de la paix. Et comme nous l'avons vu, justement, ce qui est étonnant, c'est que le jour même de la célébration de l'indépendance nationale, il y a le président, évidemment, qui a pris la parole au nom de tous les Congolais. Mais chose étonnante, nous avons vu à Bukavu. À Bukavu, la rébellion a aussi tenu à célébrer le jour de l'indépendance nationale. Et j'ai retenu quelques phrases de la part du chef de l'Alliance AFC, Alliance du fleuve Congo et M23, un certain Corneille Nangaa. Il a dit
nous avons suivi la signature de l'accord de paix à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, c'est une avancée limitée, mais on en prend compte. On en prend compte. Et lui, il dit d'ailleurs que c'était un accord signé entre le Rwanda et ce qu'il qualifie de régime illégitime et corrompu de Kinshasa. Vous comprenez, il parle dans des termes méprisants, évidemment, et on n'a pas très bien compris. Parce que pour la rébellion, évidemment, les partis occupés sont des partis, sont des territoires libérés, et un certain, ce fameux Corneille Nangaa se permet de se comporter comme un véritable chef d'État. Et c'est un problème. C'est un problème. Il dit que l'accord signé, il en prend compte, mais ce qu'il oublie, c'est que justement, l'accord signé concerne également ces parties, ces territoires congolais occupés par la rébellion dont il est à la tête. Et on verra ce qui va se passer prochainement, mais peut-être que le fameux Corneille Nangaa va rencontrer de sérieux problèmes, même s'il y a des accords évidemment qui se déroulent également à Doha, où le gouvernement de Kinshasa discute avec la rébellion dirigée par Corneille Nangaa, mais le fait même de ne pas respecter le gouvernement de Kinshasa, qu'il qualifie de corrompu, qu'il qualifie de légitime, pour nous, c'est un problème très sérieux. Si on veut avancer vers la paix, maintenant que peut-être les armes sont sur le point de se taire, il faudrait que la rébellion, les rebelles, euh, arrivent à se comporter en responsable et à respecter les responsables du pays parce qu'il faut qu'on se le dise, le véritable chef de l'État sur tout le territoire congolais s'appelle Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, on a vu justement le président Tshisekedi qui a évoqué sa récente rencontre avec Martin Fayulu. Martin Fayulu a également tenu à adresser une allocution à la nation congolaise et lui aussi a appelé à l'unité. Lui qui se qualifie de président élu d'après les élections de 2018, le président, pardon, le Martin Fayulu reconnaît officiellement Félix Tshisekedi comme le véritable président de la République. Mais certains rebelles, comme Corneille Nangaa, n'arrivent pas à se mettre dans la tête que Félix Tshisekedi est le seul chef de l'État dans ce pays. Évidemment, nous voulions déplorer cela, puisque justement, quand on veut avancer vers la paix, il faut également reconnaître certains principes, comme par exemple ne pas euh, ne pas dire que le président n'est pas président. C'est un peu étonnant. Voilà, aujourd'hui, on voulait évoquer tout simplement, rapidement, ces célébrations des indépendances de ces trois pays de la région des Grands Lacs. Il faut savoir que ces pays ont un même colonisateur. C'est la Belgique qui avait colonisé le Congo, le Burundi et le Rwanda. Et d'ailleurs, on appelait pour cela le Congo belge, l'ancien le Congo belge, ça veut dire le territoire composé de ces trois territoires était appelé le Congo belge. Et c'est la Belgique qui était la puissance coloniale. Mais il faut souligner également qu'en réalité, ce n'était pas une colonisation comme tant d'autres, puisque la Belgique a pris ces territoires qui étaient normalement des colonies allemandes, mais après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a confié ces trois pays, a mis ces trois pays sous tutelle de la Belgique. Autrement dit, la Belgique n'était pas un colonisateur comme tant d'autres, c'était tout simplement un tuteur. Les trois pays étaient sous tutelle de la Belgique. Et on ne va pas évoquer ce qui a conduit justement la Belgique à accorder, d'ailleurs, après des événements sanglants au Congo, notamment en 1960, mais également au Burundi et au Rwanda, il y a eu des difficultés d'ordre sécuritaire
mais la Belgique s'est retirée de ses anciennes colonies sur la pointe des pieds. La Belgique ne voulait pas lâcher, mais finalement, ce qui est arrivé est arrivé. Les trois pays ont recouvré leur indépendance et les trois pays sont indépendants. Le Congo depuis 1960, le Rwanda et le Burundi depuis 1962. S'il faut qu'on revienne sur le processus des indépendances en question, peut-être qu'on pourra trouver un autre moment, mais pour aujourd'hui, on voulait tout simplement évoquer la célébration de ces événements, de ces indépendances, de la célébration des indépendances et souhaiter tout simplement aux habitants des trois pays en question, des Grands Lacs, de très bonnes fêtes d'indépendance, de fêtes nationales en réalité. Au Congo, on souhaitait que la paix revienne très rapidement. Au Rwanda, on souhaitait que le pays retire ses troupes de la République démocratique du Congo. Et au Burundi, on souhaitait le meilleur, et surtout que le président insistait sur les problèmes de développement, aller de l'avant. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.